vous êtes une business, posez-vous la question. Comment vous allez faire pour être capable de contribuer à votre marché? Comment vous allez faire pour contribuer à vos clients? Si vous êtes un employé qui travaille dans une business, comment vous allez faire pour être capable de rendre la vie plus facile de votre boss, la vie plus facile de vos collègues, la vie plus facile dans le fond de tout le monde autour de vous? Si éventuellement vous êtes juste un humain qui est chez eux, comment vous faites pour être capable de contribuer? Il y a des places que vous pouvez contribuer, il y a des choses que vous pouvez faire. Si votre business ne vous permet pas en ce moment de le faire, trouvez un environnement. Hey, what's up guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up guys? Bienvenue à un autre épisode de Growing the Pack avec mon boy Danick Lamoureux, notre co-host. Avant de commencer, je vais juste prendre le temps de faire une petite parenthèse parce qu'on a reçu beaucoup de messages par rapport au précédent podcast. Puis je voulais dans le fond faire un petit résumé. Okay? On a parlé beaucoup de l'éducation, on a parlé beaucoup de l'école, puis il y a beaucoup de gens, des amis à moi, de la famille à moi, qui n'étaient pas trop d'accord avec notre point. Puis je voulais préciser une chose, guys, on fait des généralisations. Okay? On n'est pas en train de dire qu'on est contre l'école, que l'école c'est stupide. L'école est obligatoire, elle est nécessaire, elle a sa place, puis elle a beaucoup d'importance. Justement, on y accorde tellement d'importance qu'on pense qu'elle devrait peut-être être repensée pour améliorer ses méthodes d'enseignement, ses méthodes d'apprentissage. Parce qu'éventuellement, l'école, le modèle qu'on a en ce moment, a un lag time, n'est peut-être pas adapté pour tout le monde. Puis on se fait souvent dire, moi en fait, une des plus grosses critiques que j'ai reçues face à ce qu'on a dit, c'était que l'école, de toute façon, son but, c'est de t'apprendre à apprendre. Hein? Fait que dans le fond, on t'enseigne des connaissances générales juste pour être capable de t'apprendre à apprendre. Puis moi, ce que je veux dire, c'est que, guys, il y a des bien meilleures façons d'apprendre les gens à apprendre. Puis justement, c'est pas en leur obligeant à faire du par cœur que c'est la meilleure méthode pour apprendre. Ceci étant dit, encore une fois, on fait des généralisations. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur dans le fait d'apprendre du par cœur? Absolument pas. Il y a des places où est-ce que c'est nécessaire d'apprendre du par cœur. Puis au-delà de ça, il y a beaucoup de métiers. Peut-être pas tant que ça beaucoup, là, mais il y a quand même des métiers qui ont besoin d'éducation stricte. Un avocat, un médecin, un dentiste, c'est plein de métiers dans le fond où est-ce que tu dois apprendre des choses par cœur. Mais le point principal qu'on essayait de faire, puis c'est pour ça que je vais faire une parenthèse avant de continuer sur notre prochain sujet, c'était que ce qu'on essaye de dire, c'est que l'école... C'est même pas l'école, c'est le chemin traditionnel qui nous a été vendu, nous met dans une espèce de boîte où est-ce que ça tue notre créativité, notre curiosité, puis où est-ce que ça nous oblige à prendre un chemin qui est prédestiné sous le prétexte d'une sécurité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette sécurité-là est inexistante, okay, de un, mais de deux, avec des moments comme on vit en ce moment, avec le confinement, avec les business en quarantaine, c'est le temps de peut-être aller rechercher cette drive-là, cette curiosité-là, de vouloir vous instruire, de vouloir apprendre des nouveaux skills, de vouloir contribuer. Puis c'est un peu de ça qu'on voulait parler aujourd'hui, justement, de la contribution, de la valeur. Mais de toute façon, avant de commencer, bro, what's up? What's up, bro? T'es à Québec? Yes. Nice. J'y pose la question parce que dans le fond, il vient de Gatineau, puis à Gatineau, il n'y a rien qu'une rue. Fait que dans le fond, il y a une autoroute. Il y a une autoroute. Mais j'habite pas à Gatineau. Non, je sais. J'habite à Davos. Je sais, il n'y a pas personne qui veut rester à Gatineau. On fait des blagues, c'est pas vrai. On adore Gatineau. Dans le fond, on a des bureaux à Gatineau. On en a un, puis maintenant, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien d'autre que ça. C'est pas vrai. Non. On fait des blagues. Réellement. Mais moi, je viens même pas de Québec. Dans le fond, je viens de Montréal, moi aussi. Mais à chaque fois que je viens à Québec, on dirait feels like home. Puis je sais que toi aussi, dans le fond, c'est une place que t'aimes, man, Québec. Puis je sais qu'en ce moment, tu fais ton 75 hard. Ouais. Puis je sais, moi, mon premier 75 hard, je le faisais à Québec. Puis le outside workout, est-ce que je trouve que c'est magnifique, surtout dans Saint-Augustin, Cap-Rouge. Je trouve ça débile. Fait que, justement, what's up? 75 hard, comment ça se passe?
Et c'est parce que votre coin, c'est débile parce que vous êtes sur le bord de l'eau. On va se le dire. Puis sur le bord de l'eau, ben, c'est des terrains qui ont des bonnes valeurs. Fait que finalement, c'est des gens qui finissent par racheter ces terrains-là puis construire des méchantes grosses baraques. Puis mon c'est là que j'ai justement trouvé mon deal. C'est ça, exact. Puis c'est pour ça que quand tu me disais, mettons, comment tu trouves Québec, je trouve que l'énergie est débile, premièrement. Mais pas mieux que Gatineau. Ouais, mais je trouve que l'énergie est débile, mais par-dessus ça, c'est aussi comment tu me l'as fait découvrir. Là. Tu m'as montré littéralement comme, selon moi, vraiment un des plus beaux coins de Québec. Puis quand je fais mon outside workout le matin, justement pendant le 75 hard, je fais le Hour of Power. Fait que, avec la respiration, la gratitude, la visualisation. Puis cet environnement-là, c'est juste débile. Puis on en parle souvent, à quel point ton environnement a un impact sur comment tu te sens à l'intérieur de toi. 200%. Fait que d'être capable de faire ce genre de priming-là qu'on appelle, c'est vraiment que une partie de la journée qu'on prend pour nous, puis vraiment que shut out tout, mode 100%. Avion, let's go, puis on focus vraiment sur qu'est-ce qu'on a déjà, qu'on est grateful pour, puis qu'est-ce qu'on veut avoir plus tard à travers la visualisation. Ben ça, cet exercice-là, ici, c'est différent. C'est différent, puis tu le sais, je me promène, là, je le fais Gatineau, Montréal, Québec, moins avec la situation actuelle. Ben, pas pantoute, en fait, avec la situation actuelle, mais je veux dire, quand je le faisais, c'était vraiment en passant, juste pour faire comme une précision pour le monde qui ne savent pas c'est quoi le 75 Hard, c'est un programme que Andy Frisella a mis sur pied, qui est un programme de mental toughness. Je vous expliquerai pas c'est quoi le programme, dans le fond, parce que techniquement, il y a 1 million de podcasts sur lesquels vous êtes capable de regarder dans le fond, l'information. Mais techniquement, c'est un programme où est-ce que tu dois faire des workouts intérieurs, extérieurs. C'est vraiment pour être capable de build ta discipline. Puis si vous suivez pas Andy, allez le suivre. Moi, dans le fond, c'est un de mes coachs, c'est un de mes mentors. C'est quelqu'un pour qui j'attribue beaucoup de valeur. Non seulement pour ce qu'il a fait avec ce programme-là, qui est un programme qui est complètement gratuit puis qui est probablement la meilleure chose que j'ai faite pour moi. Mais en plus de ça, pour toute la valeur personnelle qu'il me donne à travers comme le coaching, la proximité que j'ai pu créer avec lui avec le temps. Mais 75 Hard, fucking bonne chose. Puis Hour of Power, je voulais préciser une chose. Quelque chose qui a complètement changé ma vie. Dans le fond, le Hour of Power, c'est le concept que une des choses qui manque souvent dans notre vie, c'est d'être capable de passer du temps avec nous-mêmes. Fait que quand tu te lèves le matin, ben trop souvent, les gens, ils se lèvent, puis leur téléphone commence déjà à sonner. Ils ont déjà des emails qui ont commencé à rentrer, puis toute leur vie, ils la passent en étant une espèce de victime de la vie, puis en vivant un peu de façon comme... en réaction. En réaction, 100%. Puis, quand j'ai commencé à faire ça, justement, je t'en avais parlé, c'était à Québec. J'habitais au Sommet 2, qui est un super de beau complexe. Puis, en haut de tout ça, il y avait une mezzanine. Une mezzanine qui était puis, c'est un peu justement de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Il y avait une mezzanine, puis cette mezzanine-là était faite pareil comme les deux penthouses dans les deux extrémités. Puis, le concept du Hour of Power, c'est que tu te lèves le matin, tu vas prendre des respirations, tu fais des exercices respiratoires, tu passes du temps à ressentir de la gratitude puis à visualiser. Là, je sais que ça a l'air un peu ésotérique, mais je tiens quand même à vous l'expliquer, OK? Quand tu prends du temps pour te concentrer sur ta respiration, tu te concentres sur le moment présent. Okay? Trop souvent, les gens ils se lèvent le matin, première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils regardent leur calice de téléphone cellulaire. Quand ils regardent leur téléphone cellulaire, qu'est-ce qui arrive? Ils voient des visages, ils voient des contacts, ils voient du monde qu'ils sont habitués de voir. Puis ces personnes-là, dans le fond, sont attachées à certaines émotions. Ces émotions-là, toutes les émotions qu'on vit, by the way, sont ancrées sur des événements du passé. Ouais. Fait qu'éventuellement, tout ce qu'ils font en regardant leur téléphone, c'est se rappeler le passé, puis c'est vivre dans le passé, puis ils se condamnent à cause de ça, à continuellement revivre le même chapitre année après année, jour après. Émotions. Exactement, parce qu'ils revivent les mêmes émotions. Ceci étant dit, faire des exercices respiratoires te permet de te concentrer sur le moment présent et de recapter ton énergie pour toi. La gratitude, hyper important, c'est une émotion à haute vibration. C'est une émotion, en fait, qui... la gratitude, quand tu ressens de la gratitude, c'est comme si tu étais dans un état de recevoir. Quand tu ressens de la gratitude, c'est parce que tu reçois des choses. Fait qu'éventuellement, tu es dans un état de recevoir, de réception. Puis, le fait d'être capable de visualiser, c'est vraiment simple. Whatever the mind can perceive, it can achieve. Okay? Yes. Puis éventuellement, ben, quand tu visualises des choses, tu envoies une intention dans l'univers qui est matchée avec une vibration. Puis la vibration, c'est ton émotion et la gratitude. Je n'embarquerai pas dans tous les détails scientifiques de la chose. Si ça vous tente de mieux comprendre la patente, allez voir Joe Dispenza. Mais je me levais le matin, j'allais en haut, je faisais cet exercice-là. Puis à tous les matins,
je m'imaginais vivre dans un des penthouses, ces deux extrémités. Tout le temps. Je m'imaginais vivre sur un de ces deux penthouses-là. Puis, la beauté de la chose, c'est que vu que j'étais dans la mezzanine, qui est faite exactement comme les deux penthouses, ben, je me voyais et je vivais déjà ce moment présent-là. Puis, il y a un concept qui dit que la réalité que tu as est complètement liée à ta personnalité. OK? Puis ta personnalité, en bout de ligne, c'est comment tu penses, comment tu agis, les agissements que tu vas faire vont t'amener à vivre des émotions. Ces émotions-là, ben, éventuellement, vont définir ta personnalité. Puis si tu veux changer ta réalité, tu dois changer les émotions, comment tu penses, puis comment tu agis. Puis en étant à l'intérieur de cette mezzanine-là, en visualisant moi qui allais habiter là-dedans, je commençais tranquillement à agir et à ressentir ce que la version de moi qui allait habiter là allait être capable de ressentir. Ça va, ça. Puis, ben, je pensais comme cette version-là de moi, puis j'envoyais dans l'univers, par exemple, parce qu'il y avait une vue sur le lac Saint-Augustin, puis il y avait une vue sur le fleuve Saint-Laurent, puis à chaque fois que j'étais en haut, je me disais, je vais habiter là, puis c'était même pas je vais habiter là, c'était à moi. C'était à moi ici. Chez nous ici. Je montais là à 5 h le matin, il n'y avait pas un crise de chat qui était debout, je me disais, c'était à moi ici. Puis, mais j'envoyais tout le temps dans l'univers, je vais être plus proche du fleuve, je vais être plus proche du fleuve, je vais être plus proche du fleuve. Puis le dimanche, je me promène, je vais voir des coins, je regarde des terrains, je trouve que l'immobilier, c'est un bon placement. Je considère que c'est une valeur sûre, malgré qu'il y a des risques avec ça. Je suis pas un expert de l'immobilier, puis il y en a, on le voit en ce moment avec le COVID-19. Mais je me promenais, puis à un moment donné, je suis tombé sur une rue, qui est une petite rue, une gated community, sur le bord de l'eau. Puis quand j'ai trouvé cette rue-là, je suis tombé en amour avec cette rue-là. Puis je me suis dit, waouh, c'est là que je veux habiter. Mais je continuais quand même à visualiser la maison. Je visualisais la maison. Là, vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est que, éventuellement, je suis devenu fou. Je suis devenu complètement fou. Je regardais à tous les jours les maisons qui étaient mises en vente sur la rue. Puis à un moment donné, je suis tombé sur cette maison-là. Puis j'ai dit, holy shit. Je pense que j'ai un deal. Puis la maison, ça faisait des mois qu'il était affiché, mais il était pas capable. En fait, ça faisait 1 an. C'était une succession. Le gars, il l'avait eu. Il était pas capable de la vendre. Ça faisait 1 an, puis il a droppé son prix. Puis quand il a droppé son prix, bien évidemment, je suis pas le seul cave qui voulait habiter sur cette rue-là. Je suis pas le seul cave qui regardait les deals. Fait que c'était une belle rue. Fait que quand j'ai trouvé, dans le fond, ce deal-là, j'ai tout de suite sauté dessus, puis je me suis aperçu que plein de monde était en train de faire des offres dessus. Ceci étant dit, cette maison-là était sur une zone de protection riveraine. Fait que tout le monde voulait la prendre, puis la rénover, puis l'amener à un autre niveau, mais pour être capable de la rénover, ça prenait des permis de la ville, puis à Québec, c'est hyper difficile, encore plus dans une zone de protection riveraine. Puis moi, ce que je me dis, c'est pas compliqué, je m'en crisse. Dans le fond, les restrictions, en bout de ligne, c'est de la politique, c'est d'être capable d'aller négocier avec la ville, c'est d'être capable de trouver un plan qui va être capable de fitter à l'intérieur des paramètres qu'ils vont me donner. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Moi, je vais offrir plus bas que toutes les autres qui sont en train de faire un offre, mais je vais mettre aucune restriction. Grâce à ça, ben, j'ai été capable d'aller chercher la maison. C'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui ai pitché le moins cher de toute la gang. C'est moi qui l'ai eu. Félicitations en passant parce qu'il est vraiment insane. Mais pas encore insane parce qu'on est en train d'avoir été insane. Ouais. Puis, justement, à travers ça, quand on l'a acheté, moi, à base, j'avais un plan, je la voyais, comment on allait la rénover. Puis avec la ville qui m'a poussé dans une certaine direction, l'architecte qui m'a poussé dans une certaine direction, tout le monde qui me poussait dans des directions différentes, à un moment donné, à la fin, quand j'ai vu la visualisation 3D du plan de la maison, j'ai réalisé que, holy shit, c'est la mezzanine. C'est la mezzanine que ça fait 1 an et demi que je me lève à tous les matins, puis que je visualise que je vais habiter dans une mezzanine exactement comme ça, puis que ça va être ici, puis que ça va être ça, mais que je vais être plus proche du fleuve. Je vais être plus proche du fleuve. Tu peux pas être plus proche. Je suis sur le fleuve. Je suis direct sur le fleuve. Puis, holy shit, dans le fond, 1 an plus tard, j'ai créé la mezzanine. Ouais. Puis c'est la loi de l'attraction qui me l'a attiré. Puis là, je suis pas en train de dire que la loi de l'attraction, ça fonctionne pas, que c'est juste une affaire de positive thinking and shit. On parle de physique quantique. Là. Exactement. Puis ça fonctionne juste si toi, tu travailles, on s'entend. Mais le point principal... J'ai passé par une longue histoire, premièrement, pour vous expliquer l'importance de la visualisation, parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est un skills. C'est un must. C'est un must. Ça vient avec le state management. Tu comprends? Puis, mais le point principal que je voulais faire, puis je sais que j'ai passé par un gros chemin pour revenir là-dessus, mais c'était le point qu'on voulait discuter. Puis c'était que, éventuellement, la raison pour laquelle moi j'ai été capable d'avoir un deal de cette maison-là, c'est non seulement à cause de la visualisation de toutes les choses qu'on vient de parler, mais c'est à cause d'une chose. Parce que la valeur est dans les choses qui sont pas efficaces. Il n'y a pas un crise de chat qui voulait se casser la tête à aller se battre avec la ville, à faire des rénovations selon ce que la ville demandait, à être prête à se faire pousser d'un sens et d'un autre. Puis à cause de ça,
La maison, ça faisait 1 an qu'il n'était pas capable de la vendre. Tu comprends? Puis, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que la valeur est non seulement dans les choses inefficaces, mais dans le fond, comment tu fais pour amener de la valeur, c'est en simplifiant la vie des gens. Moi, j'ai simplifié la vie de ce gars-là qui voulait vendre sa maison depuis 1 an et qui n'était pas capable de la vendre. J'ai dit, tu sais quoi, moi, toutes les conditions que tout le monde te donne, je m'en calisse. Moi, je la prends. Mais je vais être prêt à te payer moins cher que les autres. Puis lui, il attribuait plus de valeur à quelqu'un qui lui simplifiait la vie que, dans le fond, quelqu'un qui était prêt à le payer plus cher. Puis ça m'a donné un déclic que la façon dont les gens attribuent de la valeur, c'est à quel point on est capable de leur simplifier la vie. Puis c'était de ça qu'on voulait parler aujourd'hui, dans le fond. 100%. Mais dans le fond, on parle vraiment de comment faire pour être capable d'apporter plus de valeur, premièrement, à quelqu'un, à la base, que ce soit ton boss, que ce soit tes employés, que ce soit tes clients. Puis c'est quoi la corrélation entre la valeur que tu apportes puis l'argent que tu vas être capable de recevoir en bout de ligne aussi. Puis j'aime ça que tu donnes cet exemple-là parce que on va en donner plusieurs exemples là, qui vont être capables de dire de quoi de fucked up. Tu as dit, dans le fond, la valeur que tu apportes puis dans le fond, ce que tu as en retour. Puis souvent, le monde, il chiale de « Ah, je suis pas assez payé, je suis pas payé à ma juste valeur, bitch. » Genre, comme... Your worth is on your paycheck. Tu comprends? Genre, ta valeur est là. La journée que j'ai compris ça, je me suis dit, wow. Dans le fond, j'ai le contrôle de ma vie. Si je veux augmenter, dans le fond, mon niveau de vie, si je veux changer ma vie, la seule chose que j'ai à faire, c'est amener de la valeur. Puis dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est amener de la valeur aux gens autour de moi. Puis comment tu fais ça? Tu leur simplifies la vie. Quand tu simplifies la vie à quelqu'un, mais il attribue de la valeur à ça. Puis pour ça, il va être prêt à échanger quoi? Du temps? De l'argent, il va être prêt à faire un échange, un troc. Puis aujourd'hui, le troc, il se fait en forme d'argent, tu comprends? Fait que la journée que j'ai compris ça, ma valeur sur le marché, elle a complètement changé. C'était Jim Rohn qui disait ça. Il disait, tu sais, dans le fond, le monde, il se plaigne, ah, mon boss, il me paye juste tant. OK, est-ce qu'il paye juste tant dans la compagnie? Est-ce qu'il y a du monde qui sont plus payés? Ouais, OK, parfait. Fait que c'est pas que dans le fond, il paye juste tant. C'est que toi, la valeur que tu amènes vaut juste tant. Vraiment, puis Napoleon Hill aussi en parle dans les lois du succès. Dans le fond, il y en a une où est-ce que c'est « do more than what you're paid for and you get paid more than what you work for ». Fait que si, mettons, tu es dans une position, dans une job, exemple, où est-ce que tu trouves que tu n'es pas assez payé, ben tu peux t'essayer et aller demander d'être payé plus. Mais tu fais juste partie de tout le monde qui aimerait ça être payé plus. Qui aimerait ça être payé plus? Fait que lui, la stratégie, c'est simple, c'est de prendre l'habitude, là, littéralement, que ça devienne une habitude, pas juste « Ah, ça me tente là », c'est vraiment que ça devienne une habitude de toujours en faire plus que qu'est-ce que tu es payé pour, parce qu'éventuellement, tu vas finir par être payé plus que qu'est-ce que tu pour qu'est-ce que tu fais. Définitivement. C'est reverse engineer. Tu veux être payé plus, good, apporte plus de valeur. Fait que je pense que c'est un principe qu'on comprend bien, qu'on connaît bien, puis je pense qu'on devrait être capable de donner des tips un peu aux gens sur comment le faire. C'est que le monde, ils ont peur de prendre ownership. Le monde de prendre le leadership, de faire quelque chose parce qu'ils se disent, ben moi je le ferai pas si je suis pas payé. Ouais, mais bro, dans le fond, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis réellement, c'est le temps. C'est le temps en ce moment. Vous travaillez probablement pour une business, puis cette business-là, probablement qu'en ce moment, ça se peut qu'elle soit shut down. Mais sais-tu quoi? Offre-toi. Deviens volontaire. Je sais pas, il y a combien de monde qui travaille dans notre business en ce moment, puis qui décide de prendre l'initiative de se dire, tu sais quoi, ce département-là, dans le fond, il est inexistant. Je trouve qu'en ce moment, c'est une de nos faiblesses. You know what? Je vais prendre le ownership de tout ça. Moi, je vais aller mettre du temps. Moi, je vais aller mettre de l'énergie. Puis dans le fond, moi, je vais créer quelque chose avec ça. Mais en faisant ça, éventuellement, tu aides la business, tu y simplifies la vie, tu aides les gens avec qui tu travailles, tu aides probablement même les clients, ce qui fait que les clients vont probablement être prêts à payer plus la business, ce qui fait que la business va avoir plus de budget pour être capable de te payer en retour. Puis ce qui fait qu'éventuellement, tu vas peut-être créer une meilleure opportunité pour toi, créer un nouveau département, créer des nouvelles choses qui n'existaient pas avant. Puis ça revient à ce qu'on disait dans le podcast d'avant, qui était en ce moment, c'est le temps d'être prêt à innover. En ce moment, c'est le temps à aller rechercher votre curiosité, à développer des nouveaux skills, à apprendre des nouvelles choses. C'est le temps de le faire pour une business. Si vous travaillez pour une business puis qu'en ce moment, elle est shut down, qu'elle soit shut down ou pas, en fait, appelez votre boss. Je suis pas mal sûr que si vous lui proposez de l'aide pour venir l'aider à innover, ben, il va être prêt à apprendre. Puis, vous savez quoi? S'il n'est pas prêt à l'apprendre, ça revient à ce qu'on disait dans l'autre podcast aussi. C'est parce que le gars, il n'a pas appris la valeur de l'apprentissage, puis il a peur de ne pas être le bon leader s'il laisse le monde venir avec les solutions. Puis, vu que tu arrives avec une solution qui n'est pas sa solution, ben, en fond, il ne sera pas content. Si tu es dans un environnement de même, change d'environnement. T'es juste pas à la bonne place. C'est un flag, c'est un red flag, là, direct. Parce que, pour vrai, c'est important que tu dis, parce que la plupart des
des business owners en ce moment sont, comme tout le monde, évidemment, sont en mode panique un peu. Genre, oh shit, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai certains de mes amis qui sont en affaires, qui sont pas en affaires avec nous, qui m'ont appelé, puis c'est comme, hey, qu'est-ce que vous faites, vous autres? Comment vous faites pour vous adapter? Puis là, je leur expliquais un peu comment nous on faisait, comment on innovait, ça, puis exactement ce que tu viens de dire. On essaie de trouver des nouveaux postes qui n'existaient pas, développer des départements qui étaient ralentis par le fait qu'on était occupé à faire d'autres choses. Puis souvent, ce qui revient, c'est comme, ouais, mais moi, dans le fond... Ouais, mais moi, dans le fond... Je pense qu'il n'y a pas une phrase qui me tire plus que cette phrase-là. mais moi, dans le fond, ça. Peu importe c'est quoi la business. Puis, je vous garantis, la plupart des entrepreneurs en ce moment sont dans une situation où est-ce que, shit, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, on l'a regardé de la position vraiment de quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui appelle son boss, hey, comment je peux faire pour t'aider? Mais si vous êtes à l'autre place, puis vous êtes l'entrepreneur de ce business-là, faut trouver un moyen d'être capable justement d'innover puis de créer des nouvelles opportunités. C'est aussi simple que de créer un environnement qui laisse place à ça. Pourquoi en ce moment on a du monde qui sont prêts à innover? C'est parce qu'on l'a dit. Yo, sais-tu quoi? Si ça te tente pas de travailler en ce moment, reste chez vous. Reste chez vous. De toute façon, reste chez vous anyway. Mais comme, si en ce moment, t'as pas envie de contribuer, si en ce moment, t'as pas envie de venir mettre ton grain de sel parce que peut-être que tu le trouves pas, c'est quoi que tu peux ajouter, you know what, t'es pas obligé. Fais rien, si joue à Call of Duty, si ça te tente, je m'en crisse. Fini Netflix. Exact. Je m'en crisse dans le fond si tu veux faire ça, ça me dérange pas, tu comprends? Par contre, on vous encourage. Si vous avez de l'initiative, si vous voyez des choses qui peuvent être améliorées, faites-le. Je pense que ce que les gens ont peur, c'est qu'on va se le dire, ça crée un mess. Ça crée un chaos. En ce moment, tout est en train de se faire réorganiser. C'est comme si on était en train de créer une nouvelle business from scratch. C'est comme si on était en train de créer 8 nouveaux départements en même temps. C'est ça, 100%. Puis les gens, souvent, vont avoir peur de tout ça parce qu'ils vont avoir peur de perdre le contrôle. Mais réellement, tu perds le contrôle la journée que tu n'es pas prête à en donner un peu aux gens autour de toi. Tu comprends? Oui. Fait que faut... Puis ça revient encore une fois à rendre la vie de tes gens plus facile. Tu comprends? Comment tu ajoutes de la valeur, comment tu bâtis ta valeur en tant que leader, comment tu bâtis ta valeur en tant que business face à tes employés, c'est simple, man. C'est rendre leur la vie plus facile. Est-ce que tu le sais, c'est quoi leur réalité du terrain? Non, mais ta gueule! Tu comprends? Écoute-le, c'est quoi sa réalité du terrain? Il y en a des idées. La plupart des gens ont des idées. La plupart des gens sont capables de trouver des manières d'innover, sauf que la plupart du temps, les gens, pas leur liberté, mais leurs initiatives sont brimées, sont cassées parce que le leader a peur que si ça vient pas de lui, c'est son leadership qui est brimé. Mais non, man, laissez prendre de l'initiative. Laisse-les trouver des façons de faciliter leur job. Tu sais pas c'est quoi leur job. Laisse-les amener des idées, laisse-les trouver des choses, laisse-les mettre des choses en place, laisse-les innover. Puis tu sais quoi? Man, peut-être que la position dans laquelle il était, c'était pas la position qui était la meilleure pour lui. Il a fait parce qu'il aime l'environnement, il aime où est-ce qu'il est. Mais éventuellement, il s'est toujours dit, you know what, moi réellement dans le business, là, c'est ça que j'aimerais faire. C'est là que j'aimerais contribuer. Tu comprends? Ouais. Puis en ce moment, c'est une chance qu'on a de pouvoir laisser aux gens la chance de pouvoir faire ça. Mais man, faites-le, laissez la place à votre monde, ne les retenez pas, man. Si le gars il a envie de contribuer dans le marketing, laissez-le contribuer là-dedans. S'il a envie de contribuer dans le service à la clientèle parce qu'il voit une faiblesse là-dedans, laisse-le contribuer là-dedans. En bout de ligne, non seulement ça va être bénéfique pour ta business, mais ça va être bénéfique pour les humains qui sont dans ta business. Puis réellement, une business, c'est quoi? C'est un ensemble d'humains, bro. C'est juste un ensemble d'humains. Amen. Puis comme... La qualité de ta business va être en corrélation directe avec la qualité des humains qu'il y a dans ta business. Et malheureusement, man, un humain qui est pas heureux, qui est triste, qui aime pas sa job, qui aime pas le monde avec qui il travaille, ça fait un humain de marde. Okay? Désespoir silencieux. Exactement. Et ça fait un humain de marde. Puis quand ta business est remplie d'humains de marde, malheureusement, tu as une business de marde. Tu comprends? Fait que ça, je pense que c'est une chose que les gens oublient. C'est que c'est aussi simple que ça, man. Amener du bonheur aux gens, les permettre d'être capables d'opérer dans ce qu'ils ont envie d'opérer, leur permettre de prendre de l'initiative, leur permettre de prendre d'innover, man. Les gens ont envie de contribuer. Tout le monde a envie de contribuer. Puis, tu as parlé justement que souvent, il y a des leaders qui vont brimer la créativité et la liberté des gens. Mais il y a aussi un autre gros facteur qu'il faut qu'on mentionne, c'est qu'en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui génère de la peur.
100%. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un qui écoute ça et dit, OK, c'est bon, tu sais, faut que je trouve les problèmes, puis j'essaie de les régler, mais qui sont pas capables d'identifier. La première chose, souvent, ça va être qu'ils sont dans un état de peur, de scarcity, d'incertitude. Puis ça brime aussi ta créativité. Puis, fait que la première chose, moi, un conseil que je peux donner, si on retourne à l'étape 1, ce serait, premièrement, tu sais, évaluer combien de temps vous passez dans une journée à écouter les nouvelles. Puis je veux pas bâche contre des... Ben, en fait, ouais, je vais bâche. J'haïs les nouvelles, OK? C'est le genre de choses que je vais jamais écouter, je vais jamais donner d'attention parce que, premièrement, les autres sont payés pour les views comme n'importe quelle chose qui passe à la télé. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens regardent plus souvent? C'est quand il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur, puis qu'ils veulent se tenir informés. C'est juste que le focus, puis on le dit toujours, where focus goes, energy flows, what you focus on expands. Le focus est toujours attiré sur le problème. Mais le gros problème, qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux pas sortir de chez vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux pas aller travailler? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas peut-être pas pouvoir faire ta paye? Finalement, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas peut-être pas être capable de payer pour tes affaires qui s'en viennent? Puis, par-dessus ça, comme tu dis, c'est quoi l'aide que le gouvernement va me donner? C'est quoi dans le fond? C'est qui le sauveur qui va venir m'aider? C'est un manque de leadership. Le monde ne sont pas capables de prendre responsabilité pour leur vie, puis éventuellement, ne sont pas capables de voir... En fait, ils attendent que les gens contribuent pour eux, même. Puis sincèrement, ça a de l'air niaiseux. Là. Quel est le meilleur exemple que je peux donner? Andy, dans son dernier podcast, ou avant-dernier podcast, il parlait de l'histoire de Coca-Cola. Okay? Ouais. Puis souvent, les gens, en ce moment, ils parlent de la situation actuelle comme si c'était du jamais vu. C'est vrai que c'est du jamais vu parce qu'on parle d'un ennemi invisible. Alors qu'avant, on parlait d'un ennemi qui était visible. On parlait de la guerre. C'était ça qui créait des récessions. C'était ça, après ça, qui était capable de relancer l'économie. T'sais? Puis, c'est vrai que c'est du jamais vu. En termes d'ennemis. C'est du déjà vu. Mais c'est du déjà vu en termes de... Oh guys, une récession, une crise économique, le fait que tout le monde doit rester à la maison, le fait que dans le fond, tous les systèmes sont chamboulés, c'est pas la première fois que ça arrive. Le monde est désespérément à la recherche, en ce moment, de problem solver. De problem solver. La job d'un vendeur, c'est d'être un problem solver, c'est de régler des problèmes. La job d'une entreprise, c'est de régler des problèmes. Puis la hauteur de ta rémunération va toujours être à la hauteur des problèmes que tu es capable de régler. Puis Coca-Cola, c'était à la Deuxième Guerre mondiale? Ouais. À la Deuxième Guerre mondiale. Ce business-là, elle s'est transformée en une business essentielle. Une grande partie de leur croissance a été financée par l'État. OK? On s'entend là. On parle de Coke. Oh. On parle d'un breuvage. Là. On parle d'un breuvage sucré. Soft drink appelle. Exactement. Puis en bout de ligne, c'est quoi le besoin fondamental qu'ils étaient capables de remplir? C'était le besoin de certitude aux gens qui étaient à l'extérieur de leur pays en train de se battre. Okay? Qu'est-ce que Coke vendait? C'était pas du soft drink. Ce que Coke vendait, c'était le sentiment d'appartenance à ta nation, à ta maison. C'était le fait que peu importe où est-ce que tu es dans le monde en train de te battre, tu peux avoir un peu de ta maison avec toi. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'ils vendaient? Ils vendaient du bonheur. Tu comprends? Puis la plupart des gens, c'est ce qu'ils cherchent, surtout dans un moment comme ça. Dans un moment où est-ce que tout le monde est focusé sur le problème, où est-ce que tout le monde est focusé à regarder les médias, plus que jamais, on a besoin de gens qui amènent de la certitude et qui amènent du bonheur. Meilleur exemple des gens qui vendent du bonheur, McDonald's. Est-ce qu'ils vendent des Happy Meals? Des joyeux festins. Non, mais on va se dire, tu peux-tu être plus direct à dire que tu vends du bonheur que ça? Mais non, man, ils vendent du bonheur. Puis réellement, c'en est un besoin fondamental. Puis c'est pour ça que souvent, les gens, ils essayent de compliquer des choses qui sont simples. Comment tu fais pour rendre tes employés plus heureux? Comment tu fais pour rendre ton client plus heureux? Comment tu fais pour rendre ta nation plus heureuse? Comment tu fais pour contribuer à ce bonheur-là global puis à cette certitude-là globale? Puis si tu es capable de faire ça, tu vas augmenter ta valeur sur le marché. Comment qu'on... Bro! Qu'est-ce qu'on vend réellement à nos clients? On leur vend
le confort. Exactement. Oui, mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder le premier niveau. Dans le fond, je leur vends un appareil de chauffage, je leur vends un appareil de filtration, je leur vends un appareil de ci. Non, ta gueule, c'est pas ça que tu y vends. Ce que tu y vends, man, dans le fond, c'est un sentiment de sécurité. Tu y vends un sentiment de liberté. Tu y vends un sentiment, man, de pouvoir prendre le contrôle de sa maison, man. Tu y vends un confort, tu y vends toute chose qui est associée à son bonheur. C'est pas un système de chauffage que tu y vends, c'est du bonheur que tu y vends. Puis réellement, c'est là où que les gens, des fois, ils peuvent peut-être être confus, c'est que ce bonheur-là, c'est pas juste à ton client que tu dois le vendre. Tu dois le vendre à tes employés, tu dois le vendre à tes partners, tu dois le vendre à tes collaborateurs, tu dois le vendre à tout le monde avec qui tu travailles, puis tu dois même éventuellement le vendre à l'État. Puis c'est ça que Coke a fait. C'est pour ça que Coke est Coke aujourd'hui. Ouais. Puis encore, mais moi, dans le fond, puis je vois les gens déjà se dire, ouais, mais c'est Coca-Cola, c'était déjà huge. Non, au contraire. Dans ce moment-là, il était over dans dette à un point tel où est-ce que s'il faisait pas de move, il n'y avait pas de Coca-Cola aujourd'hui. On ne pouvait pas compter cette histoire-là. Puis justement, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il a décidé d'attaquer justement, puis il s'est complètement adapté à son nouveau marché qui était ça en ce moment. Tu sais, les gens, ils n'ont pas d'argent, c'est une situation de peur, tout ça, puis je peux pas vendre autant de coke que j'en vendrais normalement. Mais à qui je peux en vendre, puis il a réorienté ça, puis il a rebrandé pour une temps. Puis je pense que ça revient à ce qu'on parlait dans l'autre épisode au niveau de l'éducation. Tu sais, c'est pas juste une question d'apprendre l'histoire. C'est être capable d'apprendre de l'histoire. 100%. Les événements, ils se répètent. Puis c'est quelque chose que nous a permis tout de suite de faire genre OK shit, comme ça suffit là, comme pendant 2 jours c'était l'état de panique, puis après ça c'était OK c'est même pas, je pense qu'on n'a même pas paniqué parce que réellement pendant que la plupart des gens regardaient le virus, puis pendant que la plupart des gens se disaient bon mais on va attendre que ça se termine, ben nous on était déjà en train de se dire OK, il faut se revirer de bord, il faut trouver une opportunité. Ça a pris 2 jours de se virer de bord, c'est plus ça que je voulais dire. Ça a pris 2 jours de se virer de bord. Pourquoi? Parce que quand on a vu le virus, on se l'est dit direct, OK, c'est pas un virus, c'est une récession. Si on a vu les choses telles qu'elles étaient, c'est quoi qui est arrivé dans le passé? C'est quoi qui est arrivé dans le passé, les autres récessions? Que ce soit un virus, que ce soit la guerre, peu importe, c'est déjà arrivé dans le passé, c'est sûr. Puis comment que les gagnants ont fini par se débrouiller pour s'en sortir? Mais c'est quoi le problème? C'est que le monde ne porte pas attention. Le monde, je sais pas il y a combien de monde qui m'ont texté pour me demander « Hey bro, d'après toi, est-ce que tu penses que ça va restarter dans 2 semaines? » OK? Et dans le fond, le gouvernement est en train de sortir des aides qui vont durer pour les 4 prochains mois. Si tu penses que ça va se terminer durant les 2 prochaines semaines, t'es vraiment dans le champ puis t'es pas capable de lire entre les lignes. Tu comprends? Fait que, réellement, les gens, ils portent pas attention. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas capables de servir. La raison pour laquelle j'ai été capable d'avoir une maison en deal, c'est parce que j'ai porté attention. J'ai compris que lui, ça faisait 1 an qu'il essayait de la vendre. Quelqu'un qui met 1 million de conditions avant d'être capable de vendre, c'est pas ça qu'il cherche. Tu comprends? Puis éventuellement, ben la même chose s'est passée dans la business. On le sait qu'éventuellement, cette crise-là va pas durer 2 jours, elle va pas durer 1 semaine, elle va pas durer 2 semaines. Ah, on en a encore pour un bout, puis je suis pas un devin, là, je sais pas combien de temps que ça va durer encore. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'en tant que business, encore une fois, notre job, c'est de simplifier la vie des gens et de leur amener de la valeur. Puis c'était impossible qu'on dise à notre monde, ben restez chez vous, puis attendez, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que on a pris notre responsabilité, on a trouvé une façon d'être capable de trouver un métier, pas un nouveau métier ou une nouvelle carrière aux gens, mais de permettre aux gens d'être capables de continuer à contribuer, parce qu'encore une fois, la seule façon d'être heureux, selon moi, c'est le sentiment d'accomplissement, on en parle souvent, mais on leur a permis d'innover, de prendre du ownership, puis éventuellement de venir rajouter leur grain de sel, puis de venir améliorer la machine, parce qu'en ce moment, c'est un moment à rêver. Puis sincèrement, la plupart des gens comprennent pas l'opportunité qu'il y a en ce moment. Comment je pourrais expliquer ça? C'est pas compliqué, c'est plate que je veux dire. C'est vraiment plate qu'est-ce que je veux dire. La plupart du monde vont se laisser abattre par ça. Puis à cause de ça, la plupart des business ne vont pas se revirer de bord puis ils vont attendre que cette crise-là passe. OK?
Ce qui va fort probablement les tuer. Ce qui va fort probablement les tuer, exactement. Puis ce qui va permettre aux gens qui sont prêts à continuer à amener de la valeur non seulement à leurs clients, non seulement à l'État, hein, parce que dans le fond, on va se dire une business a une responsabilité morale, okay, envers l'État, envers le peuple, de continuer à opérer pour être capable de continuer à payer des taxes, faire rouler l'économie, et puis toutes ces choses-là. Mais en plus de ça, être capable de continuer à amener de la valeur à ses employés. Ben, les business qui vont être capables de faire ça à la fin de cette crise-là vont juste se ramasser dans une meilleure position qu'ils étaient avant. Parce qu'ils vont avoir travaillé sur leurs faiblesses. Ils vont avoir créé des nouveaux départements. Ils vont avoir empower leurs gens. Puis en plus de ça, c'est un moment où soit les relations vont se briser ou les relations vont se resserrer. Okay? Puis quand je parle de resserrer, je parle pas de se faire des caresses, là, la distance sociale, toutes ces affaires-là. Ce que je veux dire, c'est que j'en vois bien nos compétiteurs en ce moment qui sont rendus dans une situation de chacun pour soi. Okay? Puis ils n'ont pas compris le principe de rendre la vie plus facile des gens autour de toi. Nous, on a compris que je dois rendre ta vie plus facile. Tu rends ma vie plus facile. On rend la vie plus facile de nos employés. Nos employés rendent notre vie plus facile. Puis vu qu'on essaye tous de rendre la vie plus facile les uns les autres, bien, on amène plus de valeur les uns les autres. On amène plus de valeur à la business. On amène plus de valeur au marché, à l'économie. Puis c'est ça qui va nous permettre de prendre avantage de tout ça. Fait que si en ce moment, vous êtes une business, posez-vous la question. Comment vous allez faire pour être capable de contribuer à votre marché? Comment vous allez le faire pour contribuer à vos clients? Si vous êtes un employé qui travaille dans une business, comment vous allez faire pour être capable de rendre la vie plus facile de votre boss, la vie plus facile de vos collègues, la vie plus facile, dans le fond, de tout le monde autour de vous? Si éventuellement, vous êtes juste un humain qui est chez eux, comment vous faites pour être capable de contribuer? Il y a des places que vous pouvez contribuer. Il y a des choses que vous pouvez faire. Si votre business ne vous permet pas en ce moment de le faire, trouvez un environnement. Trouvez une place. Puis, by the way, on en engage en ce moment. Il y a plein de monde qui viennent nous voir, qui veulent venir contribuer, qui veulent venir nous aider. Puis sincèrement, que vous soyez avec nous pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pour votre carrière, je m'en crisse. Mon rôle à moi, en tant que business, notre rôle en tant qu'entreprise, c'est de simplifier la vie des gens. Autant de nos clients, autant de nos employés. Puis si vous voulez augmenter la valeur que sur votre paycheck, si vous voulez augmenter votre valeur sur le marché, si vous voulez être capable de grandir, la seule chose que vous avez à vous demander, c'est comment je fais pour améliorer la vie des gens autour de nous. Puis la réalité est simple. Regardez Coca-Cola, vous avez juste à leur vendre du bonheur. Puis éventuellement, votre qualité de vie, votre bonheur va s'améliorer en directe corrélation avec le bonheur que vous allez amener aux gens autour de vous. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!